On va ici parler de la quantité totale d'énergie thermique dans un système. Alors, les systèmes, on les a déjà vus, c'est deux quantités de liquide. On va supposer de l'eau ici, même si c'est vert. Alors, on a 50 grammes ici, ça serait donc de l'eau, et 150 grammes ici d'eau. Et la température des deux n'est pas la même. La température du premier est de 60 degrés Celsius et la température du deuxième est de 15 degrés Celsius. La question ici qu'on va se poser est la suivante. Dans quel système, soit le système ici à gauche ou le système à droite, retrouve-t-on la quantité d'énergie thermique emmagasinée la plus grande? Maintenant, quand on se pose cette question-là, l'énergie thermique, ça nous fait penser à chaleur. La chaleur, ça nous fait penser à température. Donc là, si on se dit la quantité de chaleur la plus grande, ça devrait être dans ce qui est le plus chaud. Et pourtant, c'est pas ça. Évidemment, les apparences ici sont trompeuses. Donc, il va falloir se poser plus de questions que ça. Entre autres, on pourrait se demander comment pourrait-on faire pour récupérer toute l'énergie. Alors, l'énergie thermique, là, c'est toute l'énergie contenue dans l'agitation des particules qui sont dans ce système-là. Alors, comment je pourrais faire pour extraire toute cette énergie-là? Bien, pour extraire l'ensemble de l'énergie, il faudrait qu'il n'y ait plus d'énergie. Il faudrait la faire sortir, entre guillemets. Et ça voudrait dire amener toutes les particules à arrêter d'être agitées. Et ça, on le sait comment faire, c'est de porter à la température de 0 Kelvin notre système. Alors, chacun des systèmes, en fait. Donc, on est ici à 15 degrés, on est ici à 60 degrés, et si je réussis à refroidir ça à 0 Kelvin, à ce moment-là, j'aurais extirpé toute l'énergie qui est à l'intérieur. Alors, pour mettre notre problématique en perspective, on pourrait dire, on va examiner ici, au niveau d'un thermomètre, au niveau d'une échelle de température, nos différents systèmes. Alors, premièrement, le système où j'ai une température de 60 degrés, sur l'échelle de température, ben, il se retrouverait ici. Alors, 60 degrés, c'est en réalité 333 Kelvin. Alors ici, on a 298, on a 300, donc 333 serait environ ici. Pour ce qui est du deuxième système, alors le système à 15 degrés Celsius, bien, le système 15 degrés Celsius, c'est en réalité une température de 288 Kelvin. Bien, on l'a ici indiqué, là, 288 Kelvin, ce serait peut-être dans le coin ici. Alors, en réalité, au niveau de la température, si on examine la température avec l'échelle Kelvin, l'échelle Kelvin, elle commence ici. Donc, on est à 0 Kelvin. Bien, on se rend compte que le système qui est à 15 degrés, on part d'ici et on se retrouve ici. Alors, on pourrait dire que, puisque la température, dans le fond, c'est un petit peu lié à l'énergie, on pourrait dire que la colonne qui est là représente l'énergie qui se trouve à être emmagasinée dans notre système ici. Ce n'est pas tout à fait exact, ce n'est pas tout à fait égal, mais on se rend compte que la température de 333, en réalité, elle est seulement légèrement plus haute que notre température de 288. Donc, entre là et là, ça serait la température en réalité du froid, et celui-là, ça serait la température du chaud, donc du 60 degrés. Alors, on voit qu'il n'y a pas réellement beaucoup de température, beaucoup de variations de température entre les deux. Alors, comme on a dit tantôt, ce qu'on va calculer, c'est l'énergie qu'on va perdre si on part de cette température-là, donc 60 degrés ou 333 Kelvin, et on s'en va au zéro absolu. Et ensuite, si on part de cette température-là et on descend au zéro absolu. Alors, on va voir là qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération, dont le changement de phase là, de notre liquide. Examinons le système A en premier. Alors, notre système A, on va le définir comme étant le système où j'avais 150 grammes d'eau ici et 15 degrés Celsius là, comme température. On n'oublie pas que ce qu'on veut faire, c'est prendre notre eau qui est là à 15 degrés Celsius et le descendre au zéro absolu. Zéro absolu, c'est 0 Kelvin ou tiens, moins 273,15, là, je n'écrirai pas le virgule 15, degrés Celsius. Alors, pour bien comprendre ce qui va se passer, on va se préparer un graphique de la température en fonction du temps, c'est-à-dire une courbe de refroidissement.
Alors, ma courbe de refroidissement va commencer ici. Alors, disons que mon point qui est là, ça serait mon 15 degrés Celsius. Alors, le 15 degrés Celsius est là. On va avoir une autre température importante qui va être le 0 degrés Celsius parce que à 0 degrés Celsius, on va avoir un changement de phase. Et l'autre température importante, ce sera lorsqu'on sera rendu au zéro absolu, donc à moins 273. Notre point de départ est là. Alors, à mesure que je refroidis mon eau, la température va baisser, et lorsque je serai rendu à la température ici de solidification, on va avoir donc pendant un certain temps un arrêt de la baisse de température. Ça, c'est parce que l'énergie qui est perdue va tout simplement amener les molécules à prendre la phase solide. Mais une fois que tout est congelé, on va avoir un refroidissement à nouveau et la température va se mettre à redescendre encore jusqu'à temps qu'on se retrouve au zéro absolu. Donc, si on résume ici, la température initiale est à 15 degrés, l'eau se refroidit continuellement jusqu'à temps qu'elle atteigne 0 degré Celsius où elle commence à geler. Donc, elle se solidifie jusqu'à temps qu'elle soit complètement solide ici. Alors, au point là, elle est complètement solide. Et le solide, donc, se refroidit continuellement jusqu'à 0 Kelvin. Pour bien calculer chacune des parties, on va les identifier correctement. Disons que cette section-là de mon graphique, ça sera la section 1, la section 2 et ici la section 3. Alors, si on commençait par calculer ici la section 1, alors l'énergie qui est impliquée dans le transfert, on va l'appeler Q1, elle va être égale à, tout simplement, quand on change de température et qu'on a une variation de température d'un système, on peut calculer l'énergie impliquée par la formule mc delta T. Alors, la masse, on a ici 150 grammes. Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, on aurait 4,19 joules par gramme par degré Celsius. Et on va multiplier ça par la variation de température. Variation de température, c'est ici, là, entre 0 et 15. Donc, ça serait 15, en fait, moins 15 degrés Celsius. Là, on aurait une valeur de moins 9,43 kJ. Maintenant, pour l'étape 2. L'étape 2 est différente parce que l'étape 2 ici, on voit que c'est, dans le fond, une étape où il n'y a pas de variation de température. Et ça, c'est parce qu'on a un changement de phase. Alors, ce qui se produit à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la solidification. Bon, bien, la différence entre la solidification et la fusion, c'est que ça ne se fait pas dans le même sens, mais ça implique la même quantité d'énergie. Alors, la chaleur de fusion de l'eau ou la chaleur de solidification de l'eau, c'est juste inversé. C'est négatif ou positif. Donc, ce qu'on appelle la chaleur molaire de solidification est égale pour l'eau à moins 6 kJ par mol. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une mol d'eau va se solidifier, il y aura 6 kJ de libéré. Bien, on peut facilement ici calculer l'énergie qui va être notre énergie Q2 qui va être impliquée là, dans la solidification qui est là. Alors, l'énergie Q2, on pourrait tout simplement faire une proportion. C'est-à-dire qu'on a moins 6 kJ qui sera libéré lorsque j'ai 18 grammes d'eau. Donc, ça, c'est une mole d'eau. Maintenant, j'ai ici, moi, 150 grammes d'eau. Et là, je me demande, il y a combien d'énergie, combien de kilojoules qui vont être libérés à ce moment-là. Alors, si on fait notre calcul ici, on trouvera moins 50 kilojoules. Alors, ce moins 50 kilojoules-là, c'est l'énergie qui est libérée lorsque l'eau gèle tout simplement. Pour la troisième partie maintenant. La troisième partie, c'est lorsque l'eau est totalement solide et là, il y a à nouveau un refroidissement, une variation de température. Alors, on va aller calculer pour cette troisième partie-là l'énergie qu'on va appeler ici Q3. Alors, l'énergie, ça serait égal, si on reprend notre formule, on peut prendre la formule comme on a pris la formule au départ parce qu'on a encore une fois une variation de température. Bien, la masse, évidemment, n'a pas changé. Alors, j'ai encore 150 grammes d'eau. On va multiplier ça par la capacité thermique massique. Mais la capacité thermique massique de la glace, ce n'est pas la même que la capacité thermique massique de l'eau.
Donc, on a ici un tableau qui nous montre la capacité thermique massique de quelques substances. Alors, on a des substances ici et les capacités thermiques massiques correspondantes. Une autre série de substances et des capacités thermiques massiques correspondantes. Bon, pour ce qui est de ce qui nous intéresse ici, l'eau. Alors, l'eau liquide, quand on pense à l'eau liquide qui est ici, on s'aperçoit que la capacité thermique massique en joules par gramme par degré est de 4,19. Si on pense à l'eau, lorsqu'elle est solide, c'est-à-dire de la glace, on a ici une capacité thermique massique de 2,06. Donc, on peut dire que la capacité thermique massique de la glace est plus faible que celle de l'eau. Il est donc plus facile de faire varier la température de la glace que celle de l'eau, parce que ça prend moins d'énergie pour faire varier la même quantité de la même variation de température. Une chose intéressante qu'on peut observer ici dans le tableau, si on va voir certaines substances ici, comme par exemple le tungstène, l'argent, le cuivre, le fer, regardez les capacités thermiques massiques correspondantes. Alors, on est à chaque fois en bas de 0,5 joules par gramme par degré. Et si vous comparez ça à ce qu'on avait pour l'eau, alors 4,19 joules par gramme par degré, on s'aperçoit que les capacités thermiques massiques ici sont relativement faibles. Et toutes ces substances-là, ce sont des substances métalliques. Alors, ce sont des métaux. Et on sait que les métaux ont une tendance à transporter la chaleur facilement et se réchauffent également le plus facilement que, par exemple, de l'eau. Donc, la capacité thermique massique de la glace, c'est de 2,06. Alors, toujours des joules par gramme par degré Celsius. Et on multiplie ça par la variation de température que ça va subir. Ça, c'est entre le 0 qui est ici et le moins 273 qu'on a là. Alors, ça veut dire moins 273 degrés de variation. Alors, moins 273 degrés Celsius. Ce qui va nous donner ici une énergie de moins 84,4 kJ. Alors, ça, c'est l'énergie libérée lorsque la glace passe de 0 degré Celsius à moins 273 degrés Celsius. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'énergie totale. Alors, l'énergie totale, allons-y. Ça sera égal à, dans le fond, mon moins 9,43 qu'on va additionner à moins 50 et qu'on va additionner à moins 84,4, ce qui nous donnera ici moins 143,8 kJ. Et ça, c'est donc l'énergie qu'on peut extirper, qu'on peut sortir de l'eau de façon à la faire geler, mais c'est aussi la quantité d'énergie que contient le liquide. On va faire la même chose avec le système B maintenant. Alors, le système B, on avait 50 grammes et la température initiale était plus élevée, était de 60 degrés Celsius. Alors, si on trace en premier lieu notre graphique ici, le graphique doit partir à 60 degrés. On va avoir quelque chose qui se passe à 0 degrés Celsius et ici, on est donc à moins 273 degrés ici. Donc, de la même façon qu'on avait vu l'autre se refroidir au départ, alors on va avoir une baisse de température de l'eau. Ici, on ne l'avait pas écrit tantôt, mais on pourrait dire que là, c'est seulement du liquide. C'est ma partie 1. Ensuite, le liquide va se congeler et ça, c'est notre partie 2. Ici, on va retrouver du liquide, mais aussi du solide. Et finalement, une fois que tout est solide, on va continuer à abaisser la température de la façon suivante. Et ça, c'est donc notre partie 3, où il n'y a présence que de solide. Si on calcule ici, donc notre énergie pour la première partie. Alors, pour la première partie, l'énergie Q1. Alors, on calcule ça en disant qu'il y a une variation de température. Donc, prenons notre formule M, c'est delta T. Et on y va plus rapidement ici, on a compris le principe. Alors, on a 50 grammes multiplié par 4,19 joules par gramme par degré.
et multiplié par notre variation de température qui sera moins 60 degrés Celsius. Ça va nous donner moins 12,6 kJ. Donc ça, c'est l'énergie qui sera perdue par le liquide lorsque le liquide passe de 60 degrés et qu'il se retrouve à 0 degrés Celsius. Ensuite, pour la deuxième partie, notre Q2, alors ça, c'est l'énergie pour faire, dans le fond, congeler notre eau. On va faire comme tantôt. On avait mentionné que pour une mole, on avait 6 kJ, c'est-à-dire moins 6 kJ parce que c'est une perte d'énergie, moins 6 kJ pour 18 grammes. Donc, combien de kilojoules pour 50? On a ici 16,7 kJ qui se trouvent à être libérés à ce moment-là. Pour notre troisième section maintenant, alors on calcule ici l'énergie. Alors Q3, alors qu'on peut calculer à partir encore une fois de notre formule, Q est égal à mc delta T. Alors la masse ici étant 50 grammes, on multiplie ça par notre 2,06, ça c'est la capacité thermique massique de la glace, donc joule par gramme par degré Celsius, et on multiplie ça par la variation de température qui sera moins 273 degrés Celsius. Ça nous donnera encore une fois de l'énergie libérée, moins, alors moins 28,1 kJ. Le total, ce qui va correspondre au total de l'énergie qui était emmagasinée dans, dans ce liquide-là, ça nous donnera ici moins 57,4 kJ. Bon, alors essayons de voir la signification de tout ça. On vient d'évaluer donc que pour 50 grammes d'eau qui est à 60 degrés Celsius, on a évalué la quantité d'énergie thermique emmagasinée à environ 57,4 kJ. On a fait la même chose avec 150 grammes d'eau, 15 degrés Celsius de départ, et la quantité d'énergie évaluée est de 143,8 kJ. Bon, maintenant, pour comprendre ce que ça signifie, on pourrait faire un petit calcul, que voici. Si on divise la quantité d'énergie totale, c'est-à-dire 57,4 kJ, par nos 50 grammes de substance, alors les 50 grammes d'eau qu'on a ici, on va obtenir 1,1 kJ par gramme. Si on fait la même chose avec le 143,8 kJ ici, donc 143,8 kJ, qu'on va diviser par 150 grammes, ça va nous donner 0,96 kJ par gramme. Alors, on s'aperçoit ici que la quantité d'énergie pour chaque gramme de substance est supérieure dans le cas où on est à une température de 60 degrés Celsius. Ce qu'on peut donc dire, c'est que si j'imagine, donc je ramène tout ça à 1 gramme, j'ai ici 1,1 kJ d'énergie emmagasinée dans mon gramme de substance qui est là, tandis que si la température est de 15 degrés, je n'ai que 0,96 kJ d'emmagasiné dans mon gramme qui est là. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que l'agitation, on peut le voir ici là, avec donc, les petites flèches, l'agitation de mes molécules, lorsque la température est de 60, est supérieure à l'agitation de mes molécules lorsque la température n'est que de 15 degrés Celsius. Alors, une façon de voir les choses, c'est de se dire que l'énergie est plus concentrée, dans le fond, lorsque la température est plus élevée. Alors, la concentration de l'énergie, c'est le fait de dire que si, par exemple, je mets un thermomètre dans l'eau, bien, le thermomètre ne sera pas capable de me dire que là, j'ai 50 grammes d'eau. Le thermomètre, c'est bien évident, là, il n'ira pas lire la quantité d'énergie totale. Il n'ira pas lire le 57,4 kJ versus le 143,8 kJ. Dans le fond, notre thermomètre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer l'agitation de mes molécules, donc à un endroit précis,
il va calculer notre énergie pour chaque gramme de substance, par exemple. Alors, de la même façon, si j'imagine une piscine ici, alors pour évaluer la température, si je mets soit mon pied ou encore mon doigt dans l'eau ici, ben, ça ne me donnera pas la quantité totale d'énergie emmagasinée dans ma piscine. Alors, si je mets mon doigt dans l'eau, je ne pourrais pas dire, tiens, c'est une 24 pieds ou c'est une 18 pieds. Alors, ça me donne une évaluation, la température, de la concentration, donc de l'énergie.